Bienvenue à notre podcast Écouter, comprendre et agir, où nous explorons les mystères de l'esprit humain et les découvertes fascinantes de la recherche académique. Je suis votre animateur, Louis-Philippe, et dans cet épisode spécial, nous plongeons dans une étude intrigante menée par une équipe de chercheurs chevronnés sur la population étudiante du cégep de Drummondville. Mais d'abord, un moment pour réfléchir. L'Ordre du Temple solaire, une secte mystérieuse qui a captivé l'imagination collective, célèbre, entre guillemets, son 30e anniversaire. Commençons par notre étude du jour. Imaginez une équipe de chercheurs plongeant dans les profondeurs de la psyché étudiante. Le cégep, un regroupement de diversité intellectuelle et culturelle, offre un terrain fertile pour l'exploration. Notre équipe a examiné de près les tendances, les comportements et les dynamiques sociales de cette cohorte étudiante. C'est dans cette optique que nous avons trouvé des chercheurs qui viennent de terminer une étude pionnière sur la compréhension des motivations et des dynamiques de groupe qui peuvent nous aider à prévenir les phénomènes dangereux et à promouvoir des environnements sains et inclusifs. Rejoignez-nous alors que nous explorons plus en profondeur ces sujets fascinants et bien plus encore dans cet épisode captivant de notre podcast. Bonjour à vous, chers collaborateurs. Nous avons la chance d'avoir Yasmine, spécialisée en sociologie et psychologie de l'être humain. Bonjour. Élodie, spécialisée dans l'aspect psychologique du projet. Elle est plus intéressée à l'impact de la schizophrénie, dépression et le trouble de personnalité sur le suicide. Bonjour. Nous avons Nicole, spécialiste en anthropologie et qui se concentre sur les facteurs culturels, donc les minorités visibles sur le suicide. Bonjour. Puis Annabelle, intervenante en relations d'aide, s'est penchée sur l'impact de la cyberintimidation et de la santé mentale. Bonjour. Finalement, nous avons Olivier, spécialiste en économie comportementale. Bonjour. Dis-moi donc, Olivier, qu'est-ce qu'un spécialiste en économie comportementale? Oui, donc c'est une branche de l'économie qui est un petit peu plus spécifique à comment est-ce que les gens réagissent aux changements dans l'économie. Donc, comment est-ce que une hausse de PIB d'un pays peut influencer les comportements, ou genre la psyché, les effets psychologiques, ou comment est-ce que ça change la dynamique sociale quand il y a une fluctuation dans l'économie d'un pays. D'accord, super intéressant. Donc, question pour vous tous, qu'est-ce qui a inspiré votre équipe à se pencher sur ce sujet en particulier? Au départ, on avait tous un intérêt sur les pensées suicidaires, puis on s'est tous intéressés à les facteurs qui pouvaient influencer les pensées suicidaires, comme l'intimidation, la minorité visible et la situation financière qu'une personne peut avoir, les troubles et les maladies mentaux et les habitudes de vie qui ont été étudiées. On avait toutes des spécialités dans certains domaines, des mini-spécialités, puis on a décidé de tout rejoindre ça dans le sujet du suicide. Fait que chaque personne qui a des connaissances dans un sujet en particulier avait décidé de faire qu'est-ce que le sujet influence ou comment le sujet influence le suicide. Avant d'entrer dans le vif de votre recherche, quelle est l'importance d'étudier les taux de suicide dans différents contextes sociaux? Nicole, je vous laisse la parole. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, seulement 80 États ont un système récoltant des données sur le suicide et seulement 38 États d'entre eux ont un plan d'intervention pour le suicide. Ces chiffres-là montrent que ce sont des milliers de personnes qui se retrouvent dans le désespoir et qui pourraient s'en sortir avec un meilleur accompagnement. Parmi ces données se trouvent des individus qui sont touchés par des déséquilibres et des injustices. Les personnes appartenant à une minorité visible sont déjà désavantagées par le système, ce qui les place dans une situation encore plus vulnérable au suicide. Les personnes vivent des réalités totalement différentes et rencontrent des difficultés qui deviennent des facteurs de risque. Par exemple, la communauté autochtone connaît un taux de suicide important en raison des discriminations. Selon une publication de Statistique Canada, les enfants autochtones se suicident entre 10 et 22 fois plus que les enfants non autochtones. Cette donnée témoigne des difficultés que vivent certaines communautés et comment le suicide devient alors un moyen pour mettre fin aux souffrances de certains. Super. Élodie, selon votre perspective psychologique, qu'en dites-vous? Mais les troubles de santé mentale, ça représente un des facteurs de risque pour le suicide. Parce que le suicide, c'est comme multifactoriel, mais la santé mentale, c'est un des facteurs. Ils ont trouvé aussi que 90% des individus qui s'étaient suicidés avaient un diagnostic de trouble de santé mentale. La dépression, c'est celui qui est le plus courant. Il y a une corrélation entre trouble de santé mentale puis suicide, mais c'est pas un lien de cause à effet. Ça veut pas dire que si on a un trouble de santé mentale, qu'on va nécessairement se suicider. Il y a plus de chances, mais c'est pas automatique.
c'est que aussi les troubles de santé mentale, ils entraînent d'autres facteurs de risque, comme un sentiment d'isolement, des moins bons liens familiaux, sinon aussi plus d'insécurité au travail. C'est que ça aussi, ça l'augmente. C'est pas juste un facteur, mais c'est un ensemble de facteurs qui augmentent les risques. Mhm. Puis, Annabelle, en tant qu'intervenante en relation d'aide, qu'en pensez-vous? Oui, ben personnellement, je me suis intéressée à beaucoup d'études sur les jeunes étudiants de primaire allant jusqu'au secondaire, puisque c'est ce qui ressort le plus. Et pourquoi il est important de le faire? Ben, cet échantillon de la population démontre un important taux de cyberintimidation et d'intimidation comparé aux autres groupes d'âge étudiés. J'ai donc trouvé pertinent de les mentionner dans notre recherche, car déjà à cet âge, autant l'intimidation traditionnelle que la cyberintimidation leur cause des difficultés psychologiques, sociales et scolaires, et ils peuvent développer un niveau de bien-être faible. J'ai aussi relevé d'une étude que près de 88% des jeunes étant cyber-victimisés vivaient aussi de l'intimidation traditionnelle, donc l'intimidation qui se passe là, à l'école. Il y a donc un lien assez important et problématique à observer. Est-ce qu'il y a d'autres impacts qui viennent influencer le risque de développement des pensées suicidaires chez les jeunes? Oui, d'autres impacts pertinents viennent influencer le risque d'avoir des pensées suicidaires. Par exemple, l'absence de soutien parental perçu dans l'enfance et l'adolescence est associée à une probabilité de 4 à 9 fois plus élevée de présenter des idées suicidaires occasionnelles ou multiples par rapport aux individus qui ont perçu un soutien parental très important. Selon une étude, un étudiant sur 5, donc environ 21% de ceux-ci, ont déjà eu des pensées suicidaires au courant d'une année. Et parmi ceux-ci, 6% ont déjà fait une tentative de suicide dans leur vie. Donc, en bref, les jeunes ne sont certainement pas à l'abri de risques de développer des pensées suicidaires, ainsi que d'être autant victimes de cyber-intimidation que d'intimidation plus traditionnelle. Oui, exactement. C'était donc important pour moi de représenter ces statistiques dans notre recherche. Super. Puis, Yasmine, d'une perspective plus sociologique, le suicide, c'est un phénomène super intéressant à observer. Oui, en effet, il est important de savoir que les habitudes de vie qui peuvent être négligées peuvent affecter les organes du corps. Ils peuvent perturber négativement leur fonction, puis ça se propage avec des symptômes, ça se montre avec des symptômes comme la fatigue, la diminution de concentration, l'anxiété, l'insomnie et parfois des douleurs chroniques. Une habitude de vie qui est dite mauvaise, elle peut se faire dans n'importe quelle sphère de la vie d'un individu, puis surtout dans le sommeil et l'activité physique. Selon une étude, 34% des jeunes au Québec ne respectent pas le nombre d'heures qu'ils devraient dormir, puis selon cette étude-là, c'est des jeunes âgés de 12 à 17 ans. De plus, selon une autre étude, depuis la pandémie, il y a plusieurs jeunes qui ont commencé à être de plus en plus actifs, mais devant les écrans et non à faire de l'activité sportive. Puis, ils le sont restés. En 2021, il y avait un pourcentage de filles qui ne respectaient pas le nombre de temps à faire hebdomadairement, à pratiquer l'activité physique par semaine. Puis ce pourcentage-là était de 65%, qui est plus de la moitié, et pour les garçons, près de la moitié aussi, qui était pour 47,8% des jeunes de cette étude. Puis Olivier, pourquoi c'est important d'étudier les taux de suicide? Donc, comprendre les données, ça offre un regard profond sur l'impact des événements historiques sur la santé mentale des populations. Par exemple, en analysant le taux de suicide pendant les périodes de guerre, on peut voir les ravages que ça fait sur les individus. C'est le genre de choses qu'on va pouvoir revoir quand les guerres vont se terminer, celles qu'on est en train de vivre en ce moment, comme celle à Gaza ou au Haut-Karabakh en Ukraine. On va pouvoir constater les dégâts que ça fait sur la mentalité des gens, puis un espèce de stress qu'on est capable de voir, qu'on est capable de quantifier. Même chose pour les récessions économiques. On est capable d'observer comment le stress financier puis le chômage, ça peut contribuer à des problèmes de santé mentale comme le suicide. De plus, en scrutant ces données, on est capable de discerner les pressions et les défis uniques qui sont confrontés dans différentes sociétés. Ça va au-delà des chiffres qu'on peut voir dans les histoires humaines, qu'on peut voir à travers des chiffres. C'est des statistiques, c'est des faits, c'est pas quelque chose qui est variable. C'est en comprenant ces complexités que nous pouvons élaborer des stratégies de prévention pour justement sensibiliser davantage les personnes en besoin d'aide en santé mentale. Donc, si je comprends bien, les taux de suicide permettent d'évaluer la santé, le pouls d'une société. Oui, puis c'est important de comprendre que ça évolue durant le temps, durant les périodes économiques, durant plusieurs... Comme elle a dit, c'est assez multifactoriel. Mm-hmm. Donc, pourriez-vous expliquer comment votre équipe a décidé de se concentrer sur la population étudiante au cégep de Drummondville et pas sur une autre population? Lors de nos recherches, on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de données sur les étudiants du cégep
de Drummondville, mais dans les cégeps en général, d'après moi, là, souvent, c'était plus les gens âgés de 15 à 24 ans, mais ça visait pas nécessairement les étudiants de cégep ou même université. Puis il y avait peu de littérature sur les jeunes. C'était vraiment plus... Si c'était sur une population générale, ça serait plus régional, c'est pas nécessairement spécifique à une école. On trouvait qu'il n'y en avait pas ou si aucune information sur justement le cégep de Drummondville, fait que c'est quelque chose qu'on voulait. Donc, vous essayez de plus. combler ce vide qu'il y avait. Exact. Donc, y a-t-il des résultats ou des tendances qui ont particulièrement attiré l'attention de votre équipe au cours de vos recherches, Olivier? Pour comprendre les facteurs sous-jacents au complet, on a pris une approche holistique. Par exemple, nous avons examiné de près les taux de suicide parmi les immigrants, les personnes atteintes de troubles de santé mentale, les victimes d'intimidation et ceux affectés par le syndrome de stress post-traumatique. Mais c'est quoi une approche holistique? C'est être capable de voir tous les facteurs ensemble pour avoir une vision globale du problème. Donc, un exemple assez saisissant de ça qu'on peut voir, c'était en Allemagne entre 1929 et 1932. C'était une période d'hyperinflation. Le taux de suicide en Allemagne a augmenté de 11,9 %. Ça reflète le désespoir généralisé qui a été causé par le taux de chômage massif et les coupures dans les aides sociales. La tourmente économique exaspérée par les conséquences de la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression a créé un environnement propice au désespoir social et politique. Ce désespoir-là a été manifesté dans le nombre alarmant de suicides qui a été officiellement enregistré en Allemagne entre 1918 et 1933, totalisant plus de 2100 suicides. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est les temps précédents le New Deal. On voyait le chômage qui était associé à un risque de décès par suicide 2 à 3 fois plus élevé que par rapport aux personnes en emploi. Mais explique-moi donc, c'est quoi le New Deal? Pour essayer de contrer la Grande Dépression qu'on voyait, le gouvernement américain a créé le New Deal, qui ont essayé de stimuler la demande pour le nombre d'emplois possibles, ce qui fait en sorte qu'ils ont investi de l'argent dans les emplois comme la construction ou quoi que ce soit, parce qu'il y avait un taux de chômage tellement élevé. Fait que ce qu'on peut voir, c'est que durant la Grande Dépression, les personnes qui n'avaient pas d'emploi, il y avait un taux de suicide 2 à 3 fois plus élevé que les personnes qui avaient un emploi. Fait que cette tendance-là, elle s'est confirmée aussi lors de la Grande Dépression, parce que c'était juste les suicides en tant que cause de décès qui a augmenté par rapport à tout le reste. Aussi, lors de la Grande Récession, ça c'était de 2007 à 2008, c'était le subprime crisis. C'est pas important de nécessairement savoir c'est quoi. Je pense qu'il y a une assez grande... Les gens ils comprennent qu'il y a un problème là. On va pas aller en détail les mécanismes de pourquoi il y a fait une crise. Mais durant la Grande Récession, justement, les pays qui offraient moins de protection contre le chômage, c'est eux vraiment qui ont enregistré le taux le plus haut de suicide et, quelle surprise aussi, de chômage. Ça a entraîné des augmentations significatives dans les suicides masculins, mais aussi, ce qui est assez rare, c'était aussi un moment où on a remarqué les suicides féminins ont aussi augmenté. Mais pourquoi c'est rare qu'il y ait une augmentation, que les femmes se suicident plus? On a vu durant toutes les recherches qu'on a fait qu'il y a, oui, beaucoup de femmes qui ont des pensées suicidaires, mais peu de femmes ou moins de femmes qui ont des pensées suicidaires font l'acte complet, si je peux dire ça comme ça. Tandis que les hommes, il y a moins d'hommes qui ont des pensées suicidaires, mais il y a plus d'hommes qui vont, dans ceux qui en ont, qui vont passer à l'acte complet. Là. Ils vont... Ouais, c'est ça. On comprend le message. Il y a d'autres exemples aussi, comme ce qu'on a pu voir dans la crise de la famine en URSS. Ça, c'était avant la révolution russe de nos jours. Vraiment, les taux de suicide étaient beaucoup plus augmentés, beaucoup plus hauts de manière significative, ce qui corrobore un peu les idées de Durkheim dans une situation d'anomie. C'est une situation où, justement, il y a des règles qui se défoncent, qui font en sorte que les personnes en tant que telles n'ont pas de repères pour savoir quoi faire. Ils perdent leur repère, puis ils ont un sentiment un petit peu de vide, puis ils se cherchent un peu. Et c'est une des situations où on peut voir habituellement une hausse du taux de suicide, mais c'était pas ce qui était vu dans les années de 2007-2008, justement la Grande Récession. Justement, c'était le contraire, ce qui était c'est une anomalie assez flagrante. Durant ces années-là, justement, le taux de suicide il a diminué de 0,8 %. Là, c'est peut-être pas la figure la plus impressionnante, mais habituellement, dans une crise, les hypothèses, c'est assez unanime que ça va augmenter. On pense que le taux de suicide va augmenter quand ça va pas bien, mais surprenamment, c'était le contraire. Puis, d'un côté moins économique, de votre point de vue, Nicole, est-ce qu'il y avait d'autres résultats qui vous ont marqué? Moi, je me suis concentrée sur les facteurs des 3 types de minorités, soit les minorités nationales, ethniques ou sociales. Donc, pour ce qui est des Autochtones, le taux de suicide est vraiment
plus élevé chez les populations autochtones que chez les personnes non autochtones au Canada. Il a été reconnu que c'est le manque de ressources sociales, la détresse communautaire, le stress d'acculturation et les traumatismes historiques qui affectent la population autochtone au Canada. Le taux de suicide chez les Premières Nations est 3 fois plus important que chez les personnes non autochtones. Puis ça, c'est dû principalement à la détresse communautaire. C'est quoi la détresse communautaire? Est-ce que c'est parce que les Autochtones vivent en réserve ou bien... Ben, c'est ça, la détresse communautaire, elle peut se présenter sous plusieurs aspects, disons, mais c'est surtout remarqué comme par l'insécurité alimentaire. Donc, la population autochtone qui vit au Canada est 2 fois plus sujet à l'insécurité alimentaire que le reste des Canadiens. Surtout les familles monoparentales, c'est près de 60% des familles monoparentales autochtones qui vivent de l'insécurité alimentaire. Selon mes recherches, ce sont notamment les adolescents et les adultes autochtones, les hommes âgés de 15 à 24 ans, qui ont le plus haut taux de suicide, avec un taux de 78,8 comparé à 11,9 sur 100 000. Fait que c'est quand même un gros écart. Comme j'ai dit avant, les jeunes autochtones se suicident entre 10 fois et 22 fois plus que les enfants non autochtones. Ça, c'est selon une étude de Statistique Canada en 2005 et 2007. Et la cause de cette disproportion-là, ça serait les facteurs de pauvreté et d'intimidation que les enfants autochtones vivent. Selon plusieurs études menées, qui impliquaient plusieurs écoles à travers le Canada, donc 4800 étudiants autochtones environ. 40% des jeunes autochtones ont déjà été témoins ou victimes d'intimidation dans les écoles secondaires canadiennes. Puis, est-ce que des données ont été récoltées dans des écoles mixtes avec des non-autochtones et des autochtones ou c'était uniquement des autochtones? Dans le fond, c'était des écoles partout au Canada, des écoles secondaires partout au Canada, des écoles mixtes. Puis ils ont allé rechercher l'avis de 4800 étudiants autochtones. Donc c'est ça, parmi ceux-là, il y avait 40% qui ont déjà été victimes ou ont été témoins. Il y a 42,4% qui rapportent avoir été frappés ou même giflés ou battus. Pour continuer aussi encore sur l'intimidation, mais plus de manière générale, je dirais que j'ai trouvé que l'âge n'a pas de réel lien avec la cyberintimidation ou l'intimidation tout court, là. Il est tout de même intéressant d'observer que la cyberintimidation aussi touche plus de filles lors de leurs premières années de secondaire, alors qu'à la fin du secondaire, ce serait plutôt les garçons qui en seraient bien plus souvent les victimes. La cyberintimidation aussi a bien évidemment des conséquences majeures sur la santé mentale d'un jeune et aussi sur son estime. On n'a qu'à penser, par exemple, aux victimes qui se font harceler là, par une personne qui a partagé une photo non consentante et souvent sexuelle d'eux, qui mène à ce qu'on appelle le slut-shaming de la personne qui est victimisée. Puis ça, c'est souvent les jeunes filles qui sont victimisées de cette manière-là, là, avec le slut-shaming. Malheureusement, ce type d'humiliation-là arrive bien plus fréquemment chez les jeunes qu'on pourrait l'imaginer et ça les pousse parfois là, à s'automutiler ou pire encore, se suicider. J'ai aussi trouvé quelque chose de très intéressant, que je trouvais très intéressant là, personnellement, que c'est le phénomène qui s'appelle le double rôle de la cyberintimidation. Alors, tout d'abord, il faut comprendre les comportements des jeunes sur les réseaux sociaux, c'est impacté par leur situation sociale, bien souvent. Donc, une personne avec des tendances à s'isoler des autres va être plus propice à être victime de cyberharcèlement, alors qu'une personne qui se tient avec des jeunes au comportement plutôt atypique sera plus portée à commettre de la cyberagression. Que voulez-vous dire par des personnes atypiques? Souvent, des personnes atypiques, je dirais que c'est des gens qui ont des troubles comportementaires, là, si on veut. C'est des gens, des fois, qui sont un peu agressifs. Donc, des petits bums. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça les porte à souvent être plus l'agresseur, ça. Mm-hmm. Mais dans le cas de certaines personnes aussi, soit 1 élève sur 5, selon une étude, l'élève se dit à la fois victime, mais aussi agresseur. Donc ça, ce serait le double rôle de la cyberintimidation. La personne est autant victime qu'agresseur en même temps. Ce phénomène-là, ça peut être expliqué par ses comportements agressifs, de vengeance envers son agresseur ou encore par sa faible estime de soi qu'il porte à se victimiser lui-même.
Tous ces comportements observés chez un jeune peuvent lui apporter un niveau important d'anxiété, ce qui augmente ses chances d'être victime ou agresseur. Donc, la personne tombe alors dans un genre de cercle vicieux et sans fin d'anxiété qui augmente ses risques à la fois de comportement autant agresseur que victime. Mhm. Puis, de votre côté, Elodie, aviez-vous des résultats intéressants? Oui, dans le fond, je me suis attardée à la dépression, les troubles de personnalité puis la schizophrénie. Si on commence avec la dépression, le fait d'avoir un trouble dépressif augmente les chances de suicide. Ils sont 10 fois plus élevés chez les personnes dépressives que chez le reste de la population. Aussi, chez les patients atteints de dépression, un peu plus de 60% ont eu des pensées suicidaires ou commettent des gestes suicidaires comme des tentatives. Il y a une grande fréquence des idées noires et d'idéation suicidaire. Les suicides se produisent majoritairement à la sortie d'état dépressif. C'est quand la personne comme regagne de l'énergie puis on pense qu'elle est en train de guérir. C'est souvent là que le suicide se produit. Parfois aussi, c'est après un événement marquant comme une séparation, une dispute ou des problèmes avec la justice qui peut amener une personne dépressive à s'enlever la vie. Par contre, la dépression, ça peut être aussi un facteur de protection parce que quand une dépression n'a pas de symptômes, ça fait que le corps est un peu en mode hibernation comme pour reprendre de l'énergie. C'est que le métabolisme est au ralenti, ce qui diminue les risques de tentatives de suicide. Chez les troubles de personnalité, dans le fond, les troubles de personnalité, c'est quand des personnes ont des traits ou des schémas de pensée qui sont comme trop importants, ça fait qu'ils utilisent comme tout le temps. Quels sont les genres de schémas de pensée, par exemple? Un schéma de pensée qui serait comme pas adapté, ce serait quelqu'un qui est agressif ou impulsif. C'est que dès qu'on le sort de sa zone de confort, tout de suite, il va être impulsif ou agressif avec quelqu'un. Souvent, ces schémas de pensée-là, ils réutilisent comme un peu partout, mais ça fonctionne pas nécessairement à toutes les circonstances. Il y en a 10 troubles de personnalité, mais ceux qui vont être plus à parler, ça va être ceux qui font partie du groupe B, les personnalités antisociables. C'est des personnes qui craignent pas les conséquences, c'est qu'ils ont comme un mépris envers les autres. Ils veulent tromper. Puis il y a les personnalités borderline ou personnalités limite. Puis ils ressentent des grandes émotions ou un vide intérieur. Eux, c'est comme tout ou rien. C'est soit des grandes émotions où vraiment il se passe rien, comme ils craignent l'abandon aussi. C'est qu'environ 10% des personnes qui ont un trouble de personnalité limite vont mourir du suicide. Les tentatives de suicide et l'automutilation sont très fréquentes chez ces personnes-là. Ça peut aussi servir pour manipuler leurs proches autant que pour leur propre détresse. Puis les troubles de personnalité en général entraînent certains comportements qui sont liés au suicide, comme le fait d'être impulsif ou être agressif. Chez les personnes qui ont un trouble de personnalité limite, les idées suicidaires, les tentatives de suicide sont très présentes. C'est un des critères de leur maladie. Puis 60 à 70% des individus qui ont ce trouble vont commettre une tentative de suicide dans leur vie. Puis d'autres facteurs de risque comme les troubles de l'humeur, les antécédents de conduite suicidaire représentent des facteurs de risque de la maladie, puis c'est des symptômes qu'ils ont eux aussi. Le risque de suicide est plus élevé chez les personnes ayant un trouble de personnalité limite ou antisociable, surtout parce qu'ils ont des tendances agressives ou impulsives. Ces personnes-là, ils vivent mal avec leur frustration et leur stress. C'est que leur premier réflexe en cas de frustration, ça va être plus d'aller faire des comportements autodestructeurs comme le suicide. La schizophrénie, c'est un trouble de santé mentale qui ont des épisodes de psychose. Dans ces épisodes de psychose-là, les gens ont des hallucinations, autant visuelles qu'auditives. C'est que le taux de suicide chez ces personnes-là est 10 à 15%, mais la moitié des patients vont effectuer une tentative de suicide. Le risque de mort de suicide est 50 fois plus élevé que pour le reste de la population. Les tentatives sont commises lors des épisodes psychotiques, dépressifs ou stressants. Lors de des psychoses, ces individus, en plus, ils vont avoir des hallucinations ou des idées délirantes, ce qui va les amener à se suicider. De plus, il leur arrive plus fréquemment de vivre la dépression. Le premier épisode psychotique, c'est plus difficile pour ceux qui la vivent parce qu'ils comprennent mal leur corps et ce qui se passe en eux, ce qui explique l'âge peu élevé des morts par suicide pour les gens qui ont la schizophrénie. Comme Elodie vient de dire, les gens qui se suicident sont souvent atteints de troubles comme le trouble de l'humeur ou les troubles de santé mentale. Puis la consommation de substances comme l'alcool et la drogue peuvent influencer ces problèmes-là, si je peux dire ça comme ça. Et cette consommation, quand elle devient fréquente, elle peut amener une dépression majeure ou même elle peut dérégler le corps humain, surtout dans ses besoins comme le sommeil, le niveau d'énergie. Les gens ont tendance à avoir moins d'énergie, surtout au manque de sommeil. Et ils peuvent même avoir, par contre, de l'hyperactivité. Je sais que ça se contredit, mais selon la drogue ou la substance, ça peut sûrement varier. Puis, ça peut aussi affecter la vie sociale ou le travail d'une personne dans la vie en général. Au-delà de ça, il y a aussi
le fait que, comme j'ai mentionné plus tôt au début, je parlais de l'activité physique qui est un aspect important de l'habitude de vie d'une personne pour sa santé mentale. Et en effet, l'activité physique, ça permet de améliorer le sommeil parce que ça crée de l'endorphine, ce qui réduit le stress et l'anxiété d'une personne qu'on a vu tout au long de notre discussion que l'anxiété et le stress, c'est vraiment un facteur important pour la dépression puis pour les pensées suicidaires. Et ça permet aussi une meilleure performance cognitive et une amélioration de la résolution de problèmes et la mémoire à long terme. Fait que c'est tous des trucs au niveau académique. Ça permet une meilleure réussite scolaire. Puis des fois, ça, c'est peut-être juste comme une façon que moi je le vois, mais si une personne réussit bien à l'école, a peut-être moins de chances de se faire intimider, puisque c'est pas comme le loser de la gang qui push. Là. Je sais pas comment. C'est mieux mais- vu socialement. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est mais je mieux pense vu que ça dépend socialement. aussi parce que j'ai l'impression qu'au secondaire ou au primaire, les bolés, là, il y avait quand Ouais. même Oui, il y a une certaine cible limite, sur là, leur mais il y a front, une là, limite quelque à chose tout, comme là, ça. je pense. Là. Nicole, as-tu quelque chose à rajouter? Ah, mais oui, comme on parle d'intimidation en ce moment, c'est quelque chose qui est présent dans tous les types de minorités, là, que ce soit les Autochtones, les immigrants ou même ceux qui appartiennent, disons, à la communauté LGBTQ, sont assez À risque? à risque de vivre de l'intimidation, de l'harcèlement verbal ou même aussi le harcèlement physique. Mais c'est ça, tout ce qui est applicable à une minorité est applicable à plusieurs parce que c'est des différentes réalités. Une minorité est une minorité. Il y a quand même un facteur similaire. Peu Oui, importe c'est que ça, soit... peu importe. Donc, comment avez-vous collecté les données? Comment ça s'est passé pour votre projet de recherche? Dans le fond, on a fait un questionnaire qu'on a mis sur la page d'accueil de la plateforme Omnivox du Cégep. Puis on l'a mis dans la section Actualité. Puis la majorité des membres de notre équipe l'ont aussi envoyé à d'autres personnes avec qui il y avait des cours. C'est que ça nous a permis de récolter environ 150 répondants qui venaient tous du Cégep. Puis, est-ce que vous avez rencontré des défis, des embûches sur la création puis la diffusion de ce projet-là? Donc, premièrement, on voulait utiliser la plateforme Mio comme un service d'envoi de masse. Comme ça, on allait pouvoir toucher le plus d'étudiants possible, l'équivalent d'un recensement, d'être capable d'avoir littéralement tous les élèves. Donc, on a fait affaire avec le service étudiant. Après ça, 2 semaines après qu'on ait justement envoyé notre demande, ont été refusées, mais ils voulaient quand même publier notre annonce sur la page couverture, ou bien la page d'accueil de Omnivox. Il y avait une démarche assez longue à faire de back and forth, de communication, de un email. Finalement, ça a pris un petit peu de temps, mais on a réussi quand même à publier notre annonce. La première journée, on a eu entre 40 et 50 répondants. Puis après ça, plus ça allait, moins on en avait. Ce qui fait en sorte qu'on n'avait pas assez de répondants pour faire une étude intéressante parce qu'on s'entend juste avec 40 réponses. Pas grand conclusion à tirer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que justement, les personnes de l'équipe ont envoyé les courriels dans les classes qu'on avait. Puis on avait aussi l'aide d'un professeur en sciences humaines qui a aussi diffusé notre questionnaire à un groupe qu'on n'avait pas accès. Ce qui a fait en sorte qu'on a réussi à atteindre notre quota. Cela dit, le fait que c'était juste nos classes puis qu'on ne pouvait pas envoyer à beaucoup de personnes, ça a fait en sorte que nos répondants étaient majoritairement féminins et majoritairement en sciences humaines, ce qui peut peut-être faire varier un petit peu nos résultats. Je pense qu'il y a quand même une valeur de ce qu'on a trouvé, mais c'est sûr que c'est quelque chose à prendre en considération. Définitivement. Donc, quels sont les résultats que vous avez obtenus à l'aide du questionnaire dans la population étudiante? Dans tout ce qui englobait, mettons, les habitudes de vie, moi, je me suis plus concentrée sur cette partie-là du questionnaire. Le résultat qui m'a marqué le plus, c'est un résultat par rapport à l'activité sportive que les gens faisaient par semaine au cégep. Et la majorité des gens qui ont dit qu'ils faisaient du sport 1 à 2 fois par semaine, ce qui est environ 35% des répondants, c'est pas la majorité, pardon, mais en tout cas, c'est quand même le tiers. Une bonne Le partie, tiers, ouais. c'est une bonne partie, qui disait qu'ils en faisaient 1 à 2 fois par semaine. Disait aussi qu'il y avait des pensées suicidaires, ce que je trouve que c'est quand même important à voir, que justement l'activité sportive est importante pour la santé mentale. Et même que ceux qui en faisaient aucune activité sportive, c'est environ 19% des gens, des répondants qui ont répondu oui, qui disaient qu'ils faisaient aucune activité sportive. Fait que j'en conclus que c'est important de faire du sport. Il y a un lien entre le sport. Oui, c'est ça, il y a un lien entre le sport et les pensées suicidaires. Puis, quels résultats vous avez eu, Nicole? Dans le questionnaire, on voulait savoir si les répondants appartenaient à une certaine minorité visible. 85% des répondants appartenant à la communauté LGBTQ+, ont dit
qu'ils avaient déjà eu des pensées suicidaires dans les dernières années. 80% des répondants appartenant à la communauté LGBTQI+, et une autre minorité avaient déjà eu des pensées suicidaires, et 50% des autres répondants, disons, qui étaient soit handicapés ou qui appartiennent à une minorité ethnique, ont déjà eu aussi des pensées suicidaires dans les dernières années. Fait que ces données, ils prouvent que les personnes appartenant à une minorité sont plus sujets à développer des pensées suicidaires en raison des difficultés qu'ils traversent. Moi, je me suis plus attardée aux troubles de santé mentale. Puis dans nos répondants, il y a environ 30% des répondants, justement, qui avaient un trouble de santé mentale. Puis on a pu remarquer que ceux qui avaient un trouble de santé mentale, il y en avait plus de ceux-là qui avaient fait une tentative de suicide. Parmi ceux qui avaient justement un trouble de santé mentale, il y en a plus ou moins 45% de ceux-ci avaient fait une tentative de suicide. À peu près 25%, c'était une seule. Puis un peu plus, à environ 20%, c'est plus qu'une tentative de suicide. Tandis que ceux qui n'ont pas de trouble de santé mentale, c'est seulement 12% qui ont fait une tentative de suicide. C'est quand même un gros gap entre les deux. Donc, pour ma part, je voulais trouver un lien entre les personnes qui ont des dettes et la possibilité d'avoir des pensées suicidaires. Et il y avait effectivement un lien parce que avec les réponses qu'on a recueillies, il a démontré que les personnes qui ont des dettes sont 2 fois plus probables d'avoir des pensées suicidaires que ceux sans dette. On a aussi demandé aux étudiants s'ils avaient déjà été intimidés et si oui, il y a combien de temps. On a croisé cette question-là avec la question portant dans la situation dans le temps encore des pensées suicidaires des étudiants. En croisant ces résultats-là, on a pu démontrer que lorsque les gens vivaient de l'intimidation, plusieurs avaient des pensées suicidaires en même temps. Par exemple, celle qui ressortait le plus, là, il y a eu 46% de notre échantillon de personnes qui ont été intimidées il y a 4 ans et plus et qui avaient des pensées suicidaires il y a 4 ans et plus. Donc, on peut remarquer un lien là, entre du temps des pensées suicidaires et du temps qui ont été intimidés qui est quand même assez présent. Là, donc, c'est ça. Selon vos conclusions, quelles sont certaines des interventions ou politiques potentielles qui pourraient être mises en place pour aborder les problèmes de santé mentale chez les étudiants du cégep de Drummondville? Si je peux me permettre, je crois que plusieurs choses pourraient être mises en place et améliorées aussi au cégep de Drummondville. En effet, je trouve qu'on manque de visibilité pour les ressources pour les jeunes souffrant de troubles mentaux, mais aussi pour les jeunes qui ont peut-être des pensées suicidaires. Donc, je crois que l'on pourrait premièrement mieux présenter les services déjà offerts à l'école au début de chaque session. Avec les résultats de notre questionnaire, on voit bien que plusieurs jeunes en auraient grandement besoin. Évidemment, certains professeurs mentionnent déjà qu'il y a des ressources disponibles au cégep, comme une psychologue, par exemple, mais on s'entend qu'ils sont vraiment en surcharge tout le temps, là, donc ça en prendrait beaucoup plus pour les élèves. Puis, aussi, c'est ça, même si les profs aussi disent qu'ils sont là pour les élèves, s'ils ont besoin de quelqu'un parler, je crois que ce n'est pas encore assez. Par exemple, on pourrait aussi faire des conférences sur la santé mentale afin de sensibiliser les gens, mais aussi peut-être créer plus de publications sur les réseaux sociaux du cégep sur l'importance de la santé mentale et qu'il existe plusieurs ressources à Drummondville et au cégep, puisque les médias sont très populaires et accessibles. Ça permettrait de rejoindre beaucoup plus de jeunes, là, je pense. En conclusion, y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez partager avec nos auditeurs au sujet de votre projet de recherche ou du sujet plus large de la sensibilisation à la santé mentale? C'est ça, effectivement. Il y a plusieurs ressources disponibles, tant au cégep comme partout dans la province. Donc, en cas de besoin, n'hésitez pas à contacter SOS Suicide en composant le 988 ou en allant sur leur site Internet. Il y a aussi le CEPS, qui est le Centre d'écoute et de prévention suicide à Drummondville. Il faut juste composer le 819-477-8855 ou encore se rendre sur leur site Internet, le www.cepsd.ca. On a aussi des pamphlets à distribuer où on a des informations importantes et justement des organismes en cas de besoin. Je voulais juste vous dire que le courriel pour confirmer votre présence pour l'écoute que vous avez eue pour la Semaine des sciences humaines, c'est le diash2024@gmail.com et c'est en fait le DIASH 2024-2024 Cela conclut notre épisode cette semaine sur le thème du suicide. J'aimerais beaucoup remercier nos invités et nos auditeurs de cette semaine et à la prochaine.